Sénateur Kozner, merci, Madame la Présidente, chers collègues. Je suis heureux et privilégié de prendre la parole sur le C4 aujourd'hui, qui va rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Mais avant de commencer mes remarques formelles, permettez-moi, si vous le voulez bien, permettez-moi donc de vous parler d'un événement très important qui a eu lieu hier. À la lumière de ce qui se passe au sud de la frontière, je pense que cet événement revêt une importance encore plus importante. Il y en a beaucoup qui étaient présents et puis autrement, nous avons pu regarder en ligne. Je ne voudrais pas m'éterniser sur les événements d'hier, mais je pense que nous avons montré que nous pouvons être le meilleur de nous-mêmes. C'était l'occasion de rendre hommage au 22e Premier ministre, le très honorable Stephen Harper, lors du dévoilement de son portrait officiel. Je vois que le sénateur Oussakos réagit. Je vois qu'il se prend la poitrine. Moi, j'ai été frappée par la dignité, par la classe, par le respect mutuel et même le sens de l'humour dont les personnes présentes ont fait preuve. Des gens qui représentaient des opinions politiques différentes, mais qui étaient unis pour rendre hommage à M. Harper et pour rendre hommage à notre pays. Lors des discours prononcés hier, on a compris que nous faisons face à des défis sans précédent à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. On a compris donc qu'il était essentiel que nous mettions de côté nos querelles pour nous concentrer sur ce qui nous unit, à savoir le fait que nous vivons dans le pays le plus extraordinaire au monde et que notre unité va au-delà des différences partisanes. Voilà ce dont nous avons été témoins hier. Un ancien Premier ministre conservateur qui a été honoré par un Premier ministre libéral. Et les deux ont exprimé un sens profond de respect l'un pour l'autre, ancré dans leur amour de notre pays. Ils ont souligné donc que nous avons plus en commun que ce que nous pouvons penser. Hier, c'était un moment spécial de notre histoire. Et nous avons compris que pendant ces temps difficiles, il nous faut mettre de côté nos différences et que ça peut être une source d'inspiration pour tous les Canadiens de toutes les régions de notre pays. Merci de m'avoir accordé le temps de m'exprimer ainsi. Et j'espère que la cérémonie d'hier va servir de base pour la discussion sur le projet de loi C4, parce que les Canadiens ont fait preuve de gentillesse et de compréhension et de générosité. Comme vous le savez, le projet de loi C4 est l'un des premiers textes de loi qui a été proposé par l'actuel gouvernement. À titre de parrain, je voudrais remercier le ministre des Finances et du Revenu national de m'avoir fait confiance pour que je puisse faire avancer ce texte de loi important qui a été conçu pour que la vie soit plus abordable pour l'ensemble des Canadiens d'un océan à l'autre. C'est un honneur pour moi d'agir parce que je pense que les mesures d'allègement qui sont contenues dans ce projet de loi, c'est vraiment ce qu'il fallait faire à ce moment-ci. Et merci de m'avoir donné l'occasion d'explorer les éléments essentiels du texte de loi et j'ose espérer que je pourrai compter sur votre appui. Maintenant, pour ce qui est de l'objectif visé, qui est reflété dans son titre, d'abord, il y aurait des allègements fiscaux pour la classe moyenne. Le but, ce sont des allègements fiscaux pour quelques 22 millions de Canadiens, pour que 840 $ par année puissent être économisés par certaines familles. Ensuite, il y aura l'élimination de la taxe des produits et services pour les primo-accédants qui achètent une maison de moins de 1 million de dollars et par conséquent, les épargnes se chiffreraient à quelques 50 000 $. Ensuite, la TPS va être diminuée pour les primo-accédants pour les maisons dont la valeur se chiffre entre 1 million et 1,5 million de dollars. Ensuite, il y aura une réduction une suppression du prix sur le carbone. Et ensuite, il y aura des consultations approfondies entre les différents partis. Le projet de loi contient des dispositions techniques
qui vise à clarifier le cadre qui régit les activités des partis politiques fédéraux. J'aimerais vous dire comment le projet de loi va atteindre son objectif primordial, à savoir rendre la vie plus abordable. Il y a donc les réductions d'impôts proposées par le gouvernement pour la classe moyenne. Le taux d'imposition va passer de 15% à 14%. Et cette tranche va s'appliquer à jusqu'à 57 375 $ à partir du 1er juillet 2025. Donc, toutes les personnes qui payent des impôts vont bénéficier de cet allègement fiscal. De plus, le ministère de la Finance estime que la majeure partie de cet allègement sera accordée aux personnes dont les revenus se situent dans les deux tranches d'imposition les plus basses, à savoir celles qui gagnent moins de 114 750 $. Et près de la moitié de l'allègement fiscal bénéficiera aux personnes qui se situent dans la tranche d'imposition la plus basse. Ça veut dire que les Canadiens qui sont durement touchés par la situation vont pouvoir en profiter. Et ces mesures d'allègement seront débloquées en temps opportun. Nous savons que les Canadiens continuent à ressentir les effets de la situation actuelle, notamment les incertitudes commerciales et les tarifs douaniers. L'Agence du revenu du Canada a mis à jour ses tableaux de retenue à la source pour juillet à décembre 2025 pour que les employeurs et les administrateurs puissent réduire les retenues à partir du 1er juillet. Alors ça veut dire que de nombreux Canadiens ont déjà commencé à bénéficier de cet allègement fiscal. Ce qui m'amène à préciser la mise en œuvre de cet allègement fiscal dont vous devriez être informés. Parce que l'allègement fiscal va entrer en vigueur à la mi-décembre 2025, les avantages globaux de cette réduction ne seront pas aussi importants cette année que l'année prochaine, parce que les revenus sont déclarés et les impôts sont calculés sur une base annuelle. Par conséquent, cette coupure de 1% qui verra le jour à la mi-2025 voudra dire que pour 2025, le taux sera de 14,5%. C'est qu'à partir de 2026 qu'il sera de 14%. Ça veut dire donc que de façon agrégée, l'allègement se chiffrera à 2,6 milliards en 2025 et atteindra 5,4 milliards en 2026. Et c'est donc en 2026 que le taux se chiffrera à 14%. Cette réduction pour la classe moyenne se traduira par des économies de 27 milliards de dollars sur 5 ans à partir de 2025-2026. Et ça, c'est un appui de taille pour les Canadiens qui font face à des problèmes d'inabordabilité. Le projet de loi aborde également un domaine où les problèmes d'accessibilité financière sont particulièrement aigus. En effet, le Canada a un gros déficit de logement. Et ça met en péril l'accessibilité financière et la possibilité pour les Canadiens de vraiment se bâtir un chez-soi. L'étude de Desjardins de cette année a conclu qu'au cours du dernier quart de siècle, le prix de vente moyen d'une maison au Canada a plus que quadruplé, alors que le revenu disponible moyen des ménages n'a fait que doubler environ. Les prix de référence des maisons dépassent maintenant de beaucoup ce que peuvent se payer les ménages moyens. Et ça, c'est une étude parmi d'autres. Les conclusions sont toujours les mêmes. Donc, il est clair que l'état actuel du marché immobilier au Canada pose un problème d'accessibilité et d'abordabilité pour bon nombre d'acheteurs, surtout ceux qui sont jeunes et qui veulent s'acheter leur première maison. Je pense qu'il est aisé de comprendre qu'il s'agit d'un défi important et c'est également un défi complexe parce que entre en ligne de compte l'offre et la demande des logements.
Et ces deux aspects sont influencés par toute une panoplie de facteurs qui sont également complexes. Le gouvernement le sait pertinemment et il reconnaît que ce problème à plusieurs facettes va devoir être réglé par le biais de solutions à plusieurs égards. Le gouvernement a, par exemple, au cours des dernières années, annoncé une panoplie de mesures visant à augmenter l'offre de logements et à aider les Canadiens à verser leur premier acompte pour l'achat d'une maison. Le C4 est important parce qu'il permettrait de bonifier les mesures débloquées déjà par le gouvernement pour notamment le premier acompte lors de l'achat d'une première maison. Par exemple, il permettrait d'éliminer la TPS pour les primo-accédants qui achètent une maison d'une valeur allant jusqu'à 1 million de dollars. Ce nouveau remboursement se chiffrerait par des épargnes de quelques 50 000 dollars pour ces primo-accédants. Le remboursement permettrait de réduire la TPS sur les maisons d'une valeur se situant entre 1 million et 1,5 million de dollars. Et le remboursement sera supprimé sur une base linéaire pour les maisons neuves dont la valeur se chiffre entre 1 et 1,5 million de dollars. Par exemple, une nouvelle maison d'une valeur de 1,25 million de dollars sera admissible à un remboursement de 50% du remboursement maximal de la TPS pour les primo-accédants. Et donc 25 000 dollars pourraient ainsi être épargnés. Le directeur parlementaire du budget a conclu que le nouveau remboursement de la TPS pour les primo-accédants, qui dans le C4 permettrait de réaliser des épargnes de quelques 27 000 dollars. En appuyant le C4, chers sénateurs, et je précise que le texte a été amendé à l'autre endroit, à l'étape du comité, l'autre jour, nous augmenterions considérablement l'aide fédérale déjà débloquée au profit des primo-accédants par le biais de programmes comme le compte d'épargne logement, le régime d'accession à la propriété et le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison. Comme les sénateurs le savent, une maison, c'est l'achat le plus important d'une vie. Et ce n'est pas seulement un investissement financier. C'est une première étape pour les Canadiens qui désirent avoir une famille. C'est un investissement dans l'avenir. C'est un investissement dans leur tranquillité d'esprit et leur confort pour que les Canadiens puissent avoir une vie de famille. Et c'est un investissement pour leur retraite également. En appuyant le C4, nous permettrions à plus de familles de réaliser leur rêve d'être propriétaires d'une maison. Ça leur permettrait de commencer à investir, ça leur offrirait une tranquillité d'esprit, ça leur permettrait aussi de penser à leur retraite. Les gouvernements à l'échelle du pays se sont engagés à construire de nouveaux logements. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux s'unissent pour trouver une solution à ce problème. Les mesures du texte de loi ne sont pas isolées. En effet, il y a un effort de large envergure qui vise à construire de nouveaux logements au niveau fédéral. Je pense au programme de construction de maisons fédérales et je sais qu'il y a 6 sites qui ont été choisis d'un bout du pays à l'autre pour que de nouveaux logements soient construits. Juste avant la pause, la ville d'Ottawa et le gouvernement fédéral ont déclaré qu'ils avaient conclu un accord pour que 3 000 logements soient construits ici. Le Premier ministre a dit que l'idée, c'était de déployer du financement pour débloquer 1 000 logements supplémentaires non destinés au marché. En vertu de l'accord qui a été conclu, la ville va réduire les frais d'aménagement, les droits de permis et les taxes foncières sur les projets et les 2 000 nouveaux logements visés. Dans ma province de Nouvelle-Écosse, il y a également un accord qui a été conclu pour réduire la pénurie de logements. C'est un accord qui a été annoncé en décembre dernier et qui permettrait la construction de 1 430 nouveaux logements. À Longueuil, au Québec, le programme fédéral a permis l'annonce de la construction de 1055 nouveaux logements, dont 40 seront des logements sociaux.
Un accord a été conclu également pour qu'il y ait 540 logements supplémentaires qui soient construits à Toronto sur les terres fédérales. Edmonton a été identifié comme une ville qui verrait 355 nouveaux logements et Winnipeg va bénéficier de la construction de 320 logements. Les projets vont bon train à l'échelle du pays. Alors il reste du pain sur la planche, bien sûr, mais en très peu de temps, le gouvernement a signalé que la construction de logements, c'est une priorité. Ce qui m'amène au troisième volet du projet de loi C4, qui est aussi la troisième bonne raison de soutenir le projet de loi. Comme nous le savons, l'une des premières mesures prises par le premier ministre après son entrée en fonction a été de mettre fin à l'application de la taxe fédérale sur les carburants à compter du 1er avril de l'année dernière. Cependant, bien que cela ait efficacement été réalisé grâce à la réglementation gouvernementale, le projet de loi C4 irait plus loin que la suppression réglementaire de la taxe sur les carburants, en supprimant complètement la tarification fédérale du carbone pour les consommateurs de la législation canadienne. En apportant cette modification, le gouvernement s'est engagé à recentrer les normes fédérales de tarification de la pollution par le carbone afin de garantir la mise en place de systèmes de tarification du carbone dans tout le Canada pour un large éventail d'émissions de gaz à effet de serre provenant de l'industrie. Le gouvernement a clairement indiqué que la tarification de la pollution pour les grands émetteurs restera un élément clé de son plan visant à bâtir une économie forte et un avenir plus vert. Il s'est également clairement engagé à mettre en place un système équitable et efficace. La tarification du carbone industriel est l'une des politiques les plus importantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le plan du gouvernement visant à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030. Les systèmes de tarification du carbone pour l'industrie sont également conçus pour maintenir les coûts à un niveau bas afin de protéger contre les risques liés à la compétitivité, tout en stimulant les investissements dans les technologies qui façonneront les économies propres de l'avenir et créeront des emplois de qualité. Le projet de loi C4 constitue donc une étape importante pour mettre le gouvernement sur la voie d'un avenir plus propre, durable et prospère. Mais comme je l'ai souligné au début, même si l'abordabilité est l'objectif principal du projet de loi C4, ce n'est pas son seul objectif. Le projet de loi comprend également certaines dispositions techniques visant à clarifier l'intention de longue date du Parlement selon laquelle les activités des partis politiques fédéraux relatives au renseignement personnel relèvent exclusivement de la compétence fédérale de la loi électorale du Canada. D'une part, cela permettrait de préciser que les partis politiques fédéraux ne peuvent pas être tenus de se conformer aux lois provinciales sur la protection des renseignements personnels, conformément à l'intention du Parlement, qui souhaite que la loi électorale du Canada prévoie un régime national, uniforme, exclusif et complet de protection des renseignements personnels pour ces partis dans tout le Canada. C'est le cas depuis le 31 mai 2000, date à laquelle la loi électorale du Canada a été abrogée et remplacée dans le cadre d'une modernisation majeure. Deuxièmement, le projet de loi propose également des exigences supplémentaires pour la politique en matière de renseignement personnel des partis politiques fédéraux à l'avenir, notamment qu'elles soient disponibles dans les 2 langues officielles, qu'elles soient rédigées dans un langage simple, qu'elles précisent les types de renseignements personnels qu'elles conservent, utilisent, divulguent, éliminent, etc., et qu'elle explique comment le parti mène ses activités en matière de renseignement personnel à l'aide d'exemples illustratifs. Les partis politiques fédéraux admissibles et enregistrés ainsi que les personnes agissant en leur nom devront s'assurer qu'ils se conforment à leur politique de protection des renseignements personnels. Lors de sa comparution devant cette Chambre au sujet du projet de loi C4, le ministre a également mentionné, je cite, « Nous avons également ajouté des sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de la vie privée. » Fin de la citation. Je comprends que certains sénateurs préféreraient un régime différent, mais je pense qu'il a été clairement démontré que les représentants élus de l'autre endroit préfèrent ce que le gouvernement propose dans le projet de loi C4. Bien que l'intention du Parlement à cet égard soit établie de longue date, l'inclusion explicite de ces mesures dans le projet de loi C4
garantit une plus grande clarté de cette intention et une mise en œuvre rapide. Nous avons donc ici toute une série de très bonnes raisons de soutenir l'adoption en temps opportun du projet de loi C4. Il permettrait tout d'abord de mettre en œuvre la réduction d'impôts du gouvernement pour les Canadiens de la classe moyenne qui travaillent fort en leur faisant économiser des centaines de dollars par an. Il permettra ensuite de concrétiser le remboursement de la TPS aux acheteurs d'une première maison, leur faisant économiser jusqu'à 50 000 dollars sur l'achat d'une maison neuve d'une valeur maximale d'1 million de dollars. Et comme je l'ai mentionné, il s'agit de mesures complémentaires aux mesures existantes mises en place par le gouvernement pour aider les acheteurs canadiens à verser leur mise de fonds initiale, notamment le compte d'épargne pour l'achat d'une première maison, le régime d'accession à la propriété et le régime d'impôt pour l'achat d'une première maison. Je crois que les mesures axées sur la demande, comme le remboursement de la TPS pour les acheteurs d'une première maison, seront essentielles pour équilibrer l'offre de logements alors que le gouvernement met de l'avant un plan global visant à construire davantage de logements grâce à une approche pan-canadienne qui rassemble tous les gouvernements du Canada autour d'une table afin d'accélérer l'expansion de notre offre de logement. Aussi, le projet de loi C4 rendrait permanente la suppression de la taxe fédérale sur les carburants, ce qui permettrait au gouvernement de recentrer et de renforcer ses efforts de réduction des émissions de carbone d'une manière équitable pour les Canadiens, favorable à une croissance propre. Dans l'ensemble, les mesures prévues dans le projet de loi C4 contribueraient à préparer le terrain pour un Canada plus abordable et prospère, notamment en permettant aux Canadiens de conserver une plus grande partie de leurs revenus. Je crois que le moment est venu d'apporter ce soutien financier, car les Canadiens continuent de ressentir les effets des défis actuels, notamment les incertitudes liées à l'évolution de la situation sur le front commercial et tarifaire. Ce projet de loi a été retardé pendant un certain temps, comme nous le savons, et je crois que le moment est venu de l'envoyer en comité pour un examen plus approfondi et prévoir l'adoption en temps opportun du projet de loi C4 qui permettrait de concrétiser ce soutien aux Canadiens. Merci. Et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Senator Batters. Sénatrice Batters. Sénateur Kusner, merci beaucoup pour votre discours. J'ai quelques questions pour vous. Tout d'abord, la réduction d'impôts dans le projet de loi C4 le gouvernement dit que ça va apporter de grands changements, mais ça va seulement permettre d'épargner 11 $ par année. C'est ce qui a été dit au comité sénatorial récemment. Mais le premier ministre Carney a dit que cela allait profiter aux familles à deux revenus à hauteur de plus de 800 $ par année. Donc, cet économiste a dit au comité sénatorial que ce n'était pas vrai. Il a dit que la diminution a été présentée comme une mesure une mesure pour les gens à plus faible revenu, mais ce n'est pas le cas. Donc, si c'est moins d'1 $ par mois pour les Canadiens les plus pauvres. Sénateur Kusner. Merci, sénatrice Batters, pour votre question. Je crois, bien entendu, que les fonctionnaires au comité des finances, enfin au ministère des Finances, on ne peut rejeter leurs chiffres par simplement ce qu'un économiste dit. Cette initiative profitera à 22 millions de Canadiens. Ce sera 848 $ par année pour un couple. Cela est une mesure pour aider les Canadiens avec l'abordabilité. C'est une mesure parmi tant d'autres. L'épicerie et d'autres seront abordés dans le projet de loi C-19. Nous devons avoir confiance envers les personnes qui nous fournissent les données. J'espère que la sénatrice pourra voir cela.
Sénatrice Batters, cet économiste était du Centre canadien pour les alternatives politiques qui travaille pour les Canadiens les plus pauvres. J'aimerais maintenant passer à une autre question. Comme vous l'avez indiqué dans votre discours, le ministre des Finances Champagne est venu au Sénat pour un comité plénier en juin où nous avons l'occasion de lui poser certaines questions concernant le projet de loi C4. Une question que je lui ai posée c'est que comme le gouvernement a vu qu'il avait fait fausse route sur la taxe carbone pour les consommateurs, j'ai posé cette question au ministre. J'aimerais savoir combien d'argent votre gouvernement libéral a retiré des Canadiens alors que vous avez chargé cette taxe pendant 6 ans. Vous êtes ministre depuis un certain temps, alors vous devriez connaître ce chiffre. Il ne m'a pas donné de chiffres. Donc, j'ai cité un article dans le National Post qui disait que le gouvernement avait collecté près de 45 milliards de dollars grâce à cette taxe. Lorsque je lui ai posé une question, il n'a pas répondu. Alors, je lui ai demandé de fournir ce chiffre par écrit et nous n'avons rien reçu. Cela fait maintenant 7 ou 8 mois depuis cette comparution. Avez-vous une réponse à cette question? Non, je n'en ai pas. Et je ne crois pas que personne ne s'attend à ce que je connaisse ce chiffre. La taxe sur l'essence faisait l'objet de gens. Il y avait beaucoup de gens ici qui voulaient réduire les émissions carbone et avoir un monde plus vert et une économie plus verte. Et il y a une déception dans l'élimination de cette taxe, mais les Canadiens avaient décidé, en raison des messages constants disant qu'il s'agissait d'une mauvaise chose, à l'élection, 80 % des Canadiens qui appuyaient les deux partis qui allaient éliminer cette taxe. Donc, 80 % ont appuyé cette initiative. Voilà pourquoi nous avons fait marche arrière sur cette taxe, mais je ne peux pas vous fournir la réponse que vous demandez. Sénatrice Batters, merci. Comme vous êtes le parrain de ce projet de loi du gouvernement, pouvez-vous demander au gouvernement de vous fournir une réponse et nous la donner, comme vous êtes la personne à qui nous devons poser des questions? Le gouvernement ne va pas avoir de personne qui va s'exprimer sur ce projet de loi. Alors, j'apprécierais que vous obtiendrez la réponse. Ma dernière question à ce sujet a trait à l'autre domaine sur lequel j'ai questionné le ministre Champagne en juin dernier lors du comité plénier. La conséquence inattendue de réduire la valeur du crédit d'impôt pour les personnes handicapées dans le projet de loi C4 parce qu'il y a une modification qui devrait être nécessaire par le réseau des personnes ayant un handicap. La sénatrice Petitclerc a posé cette question au ministre et lorsqu'elle n'a pas obtenu de réponse, j'ai fait un suivi sur cette question. Et en fait, ce réseau a écrit au ministre indiquant différentes situations où les personnes ayant un handicap auraient été touchées de façon négative par la réduction du crédit d'impôt pour personnes handicapées, malgré ces mesures. Alors, je lui ai demandé de lire cette lettre et de répondre à la question. Il a dit, bon, je vais lui demander une réponse écrite à ces exemples. Et il a dit, sénatrice, nous allons répondre à cette lettre et vous en fournir une copie. Je n'ai pas reçu quoi que ce soit. Nous avons vérifié aujourd'hui pour voir si je ne l'ai manqué dans mes courriels, mais est-ce que la modification a été apportée et sinon, pourquoi pas? Sénateur Kusner, merci, sénatrice Batters. Ça me donnera l'occasion de remercier les sénateurs qui étaient présents lors du brefage initial sur le projet de loi C4 et qui ont souligné ce message très important. Nous avons pu dire au ministre Champagne cela et dans la loi sur la mise en œuvre d'exécution du budget, il a modifié le tout. J'ai rencontré Mackenzie, qui est représentante pour March of Dimes,
Ces personnes sont très heureuses du résultat. La plupart de leurs données proviennent d'Inclusion Canada. Et Inclusion Canada dit oui, cela résout le problème dans le projet de loi d'exécution du budget. Donc, j'espère qu'elle appuiera ce budget. Sénatrice Bader, j'aimerais suivre là-dessus. Elle vous dit qu'ils n'ont pas modifié le projet de loi C4, mais plutôt modifié la loi d'exécution du budget, qui a été présenté beaucoup plus tard que ce projet de loi C4, alors que le projet de loi vient d'être adopté en Chambre des communes. Sénateur Kusner, les dispositions pour résoudre l'enjeu ont été incluses dans le projet de loi d'exécution du budget. Alors, ça a été présenté et je remercie encore une fois les sénateurs qui ont pris le temps pour souligner cet enjeu. Sénatrice Simons, le sénateur Kusner répondrait-il à une question? Oui. Vous avez amorcé vos commentaires en parlant de la nature non partisane du dévoilement du portrait de l'ancien premier ministre Harper. L'une des façons où les partis se sont réunis, c'est pour traiter de la partie 4 du projet de loi. Il s'agit d'un article visant la vie privée qui est moins fort que ce que les provinces sont. Les partis seraient donc vulnérables. Pouvez-vous nous expliquer, à nous qui ne sont pas élus et qui ne font pas partie de partis politiques, pour lesquels ces partis devraient pouvoir s'exenter d'un régime sur la vie privée qui est beaucoup moins efficace que celui imposé aux entreprises privées? Sénateur Kusner. Merci, sénatrice Simons. Il s'agit de la première occasion du gouvernement de mettre de l'avant une précision dans un projet de loi qui a été adopté en mai 2000, qui a été adopté par la Chambre et le Sénat. Il s'agit d'une précision, mais cela va au-delà de la précision. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, le ministre a dit dans sa présentation, lorsqu'il était en cette chambre, que cela comprend des sanctions administratives pécuniaires pour ceux qui contreviennent à cette loi. Je respecte le fait que vous ne faites pas partie d'un parti politique. Je fais partie d'un parti. J'étais membre d'un parti politique, peut-être même encore aujourd'hui. Désolée pour ce commentaire. Mais nous sommes chanceux. Bon, la cérémonie d'hier, on avait un ancien premier ministre conservateur, un ancien premier ministre libéral, et les deux ont remercié ceux qui se sont portés volontaires. Contrairement aux États-Unis, ici au Canada, nous reconnaissons les gens qui travaillent. Chaque circonscription du pays, bon, s'il y a un agent financier, eh bien, cette personne, chaque fois qu'elle signe un document, eh bien, comme elle est un comptable agréé, eh bien, sa réputation est importante. Le fait d'avoir une personne responsable dans les parties de la vie privée, eh bien, le gouvernement croit qu'il s'agit d'une façon juste de procéder. Rien dans ce projet de loi n'empêche des mesures additionnelles pour protéger les renseignements personnels, mais il s'agit d'une mesure appropriée. Sénatrice Simons, répondrez-vous à une question de suivi? Oui. Le défi, lorsqu'il y a des amendes pour les personnes qui contreviennent à la loi, eh bien, les partis pourraient établir leurs propres règles. Comme les partis croient qu'il s'agit d'une bonne chose, en fait, on a la preuve du contraire. Bien entendu, les partis aiment ce système parce qu'ils n'ont pas à se conformer à une réglementation plus onéreuse. Que fait-on pour protéger les grandes données que les partis collectent sur les électeurs? On ne parle pas seulement de bénévoles qui sont bien intentionnés, on parle d'analystes très bien formés qui créent des listes d'électeurs qui sont
contiennent beaucoup d'informations qui sont très utiles pour non seulement les partis politiques, mais bon nombre d'autres personnes. Sénateur Kusner, je ne suis pas naïf au point de croire qu'il n'y a pas d'acteurs malfaisants. Je sais qu'il n'est pas obligatoire de faire rapport les brèches, mais en 25 ans, il y a eu 4 fuites. 2 ont été accidentelles. L'information, c'est comme de l'eau, elle trouve une façon de couler. Rien dans le projet de loi n'empêche le gouvernement d'aller plus loin. En ce moment, nous savons que ce que le gouvernement veut faire, eh bien, c'est de préciser sa position avec Élections Canada. Il faut être fier en tant que Canadien d'Élections Canada et de la confiance que nous lui vouons. La plupart des Canadiens croient qu'elle est professionnelle, impartiale et juste. Nous sommes reconnus dans le monde pour le travail d'Élections Canada. Donc, le gouvernement met sa confiance envers ce processus. Senator Kusner will take another. Sénateur Kusner, est-ce que vous accepteriez une autre question? Sénatrice Simons. Oui, mais le directeur du électoral s'oppose à ce régime, je crois. Sénateur Kusner, le directeur général du scrutin voudrait effectivement des règles plus approfondies qui régiraient la protection des renseignements personnels. Mais à ma connaissance, il n'est pas contre l'initiative.